souvent, il y a ce qu'on appelle le buyback, qui est aux yeux des investisseurs, une solution magique pour se faire rembourser tous les prêts, ce qui n'est pas le cas, parce que c'est finalement c'est ce que dit le buyback, c'est que la société à qui vous prêtez de l'argent s'engage à vous le rembourser, ce qui me semble normal finalement. Quand on va sur le crowdlending européen, de manière générale, peu importe la plateforme, ce qu'il faut avant tout regarder, c'est la solidité financière de la société à laquelle vous prêtez. Donc il faut aller regarder les bilans de ces sociétés-là si vous voulez bien faire le job. Et là, ça demande un boulot qui est plus du tout le même que ce que font la plupart des investisseurs. Vous financez un entrepreneur, c'est pas pour le planter. Vous financez l'entrepreneur, c'est pour que lui réussisse et que vous récupériez votre part du gâteau au travers des intérêts. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. Ces dernières années, le crowdfunding immobilier a fait partie des placements les plus rémunérateurs, avec des rendements autour de 10% pour une grande partie des projets présentés par les plateformes. Beaucoup d'observateurs ont alerté, notamment sur ce podcast, que la situation ne pouvait pas durer et qu'on allait inévitablement s'acheminer vers une hausse des défauts. Alors qu'en est-il après une forte hausse des taux et le ralentissement des transactions qu'on connaît aujourd'hui? Est-ce que le crowdfunding immobilier vaut-il encore le coup? C'est ce qu'on va découvrir avec Alexandre Lefebvre, notre invité du jour. Alexandre est devenu par passion un spécialiste du crowdfunding immobilier. Il s'est fait connaître notamment en questionnant assez tôt les pratiques de la plateforme Brix, qui lui ont valu ensuite une mise en garde par l'AMF en 2023. Alexandre publie régulièrement des analyses de projets sur sa chaîne YouTube Investissement Facile et sur un groupe Telegram très engagé de plus de 3000 investisseurs immobiliers avides de haut rendement. Au cours de la conversation, on verra comment Alexandre découvre le secteur du crowdfunding et y développe une expertise. Quels types de financements participatifs sont aujourd'hui disponibles en France et comment ils fonctionnent? Quelle stratégie adopter et niveau de rendement attendre dans le crowdfunding immobilier? Pourquoi c'est aujourd'hui le meilleur moment pour s'y intéresser? Enfin, comment sélectionner la bonne plateforme, le bon projet et le bon opérateur pour réduire son risque au maximum? Un épisode qui va t'amener les bons outils, les bons réflexes pour appréhender les opportunités d'un secteur qui devrait encore se développer. Si tu apprécies ce podcast et souhaites nous aider à le faire connaître, n'attends plus, trouve un iPhone dans ton entourage et rédige dès maintenant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci par avance. Allez, sur ce, on se lance dans le crowdfunding immobilier avec Alexandre. C'est parti. Salut Alexandre, bienvenue chez Les Investisseurs 4.0. Hello Paco. Merci beaucoup d'être là pour parler de ton domaine d'expertise. On va parler un peu crowdfunding immobilier aujourd'hui. Donc c'est cool. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui te connaissent peut-être pas encore? Alors je m'appelle Alexandre, comme tu l'as si bien dit, et je suis un investisseur, un peu comme tout le monde. Sauf que j'ai vraiment mis mon nez dans la passion, dans ce domaine d'investissement qui est devenu une passion, et je l'ai mis à fond au point d'être aujourd'hui un créateur de contenu autour de l'investissement et notamment du crowdfunding. Mais à la base, pour revenir un peu sur l'historique, j'ai fait des grosses conneries en bourse quand j'ai commencé, all-in sur une action. Mes premières frottements avec le crowdfunding immobilier, ça a été un scam. Enfin bref, j'ai comme tout le monde, j'ai eu pas mal j'ai vécu la vie d'investisseur de tout, et donc je sais aussi un petit peu, et je comprends un petit peu aussi ce que peut vivre un nouvel investisseur justement, et à quel mur il est confronté quand il arrive dans le domaine de l'investissement. T'as démarré comment? T'as quoi comme parcours, comme background toi de ton côté? Alors, je viens du monde de l'informatique, donc vraiment rien à voir. Ce qui m'a commencé à mettre la puce à l'oreille, c'est que j'ai travaillé pour une banque à Genève pendant un temps en prestation, et donc je me suis retrouvé à parler d'outils financiers, à manipuler des outils financiers informatiquement parlant, et donc forcément j'ai dû m'intéresser à tout ça, et c'est ça qui a un petit peu déclenché ma curiosité. Et comme toujours, moi j'ai mon côté un peu geek. Après, j'étais parti dedans et ça m'a plus lâché. C'était tu bossais sur les plutôt bases de données ou t'étais vraiment en amont des transactions qui se faisaient? Je faisais du code, Okay. donc je travaillais dans les systèmes qui faisaient du reporting, pour faire du reporting client, donc les fichiers générés pour les clients. Ouais, donc vraiment là où il y a le moteur, quoi, en fait. C'est ça. Je travaillais dans le moteur, je mettais les mains dans le moteur. Ça marche. Et comment c'est né justement, et comment t'as commencé à investir? Alors, au global ou plus sur le crowdfunding, puisque Ouais, même au global en fait, pour savoir si la genèse elle est même avant. Elle est un petit peu avant. J'avais même commencé justement à faire mes premières erreurs en bourse avant, et j'avais investi un peu par intérêt une action, le groupe LDLC, qui est du coup dans l'informatique, qui fait de la vente de matériel informatique.
j'ai toujours été un peu geek, j'ai toujours eu monté mes PC, etc. Je me suis intéressé à cette marque-là qui avait une très bonne image et je me suis dit, je vais en prendre en bourse. Mon premier pari a été très gagnant parce que j'ai quasiment doublé la mise. Mais le problème, c'est que j'avais mis tout sur une seule action. Quand j'ai revendu pour sécuriser mes gains, j'ai eu la bonne idée de refaire la même chose sur une autre action qui a reperdu tous mes bénéfices, bien entendu. Sinon, c'est pas drôle. Donc voilà, c'est typiquement le genre de choses avec lequel j'ai commencé l'investissement il y a maintenant un petit peu moins de 10 ans. D'accord. 2012, 2013, c'est ça, 2014-2015 même. On est déjà en 2024. C'est vrai, ouais. Ok, et ensuite, ça c'est... t'étais un petit peu déçu. Enfin, comment t'en es venu finalement au reste de tes invests? Bah c'est ça, c'est qu'après j'ai été un petit peu échaudé par tout ça quand même. Quand on perd, ça représente. Je viens d'un domaine qui est relativement modeste à la base, donc quand on perd plusieurs milliers d'euros sur une action, je suis resté en retrait pendant quelques années. Après, c'est revenu justement avec ce côté travailler pour quelque chose qui était lié à la finance. Plus à ce moment-là, il y avait le bull run en 2017 des crypto-monnaies, donc j'ai commencé à me réintéresser à la fois à la bourse et aux crypto-monnaies. Et plus tard, je me suis intéressé à l'immobilier et par l'immobilier, ensuite, par transition, je suis allé au crowdfunding immobilier. Donc c'était un long chemin pour trouver mon sujet de prédilection entre guillemets. Mais voilà, ça a été. En fait, j'ai une expérience d'investisseur comme un peu comme Monsieur Tout le Monde. J'ai trébuché et aujourd'hui, je sais prendre mes précautions pour diversifier un portefeuille, etc. Et ça a été vraiment un chemin qui a été long et un apprentissage qui a été douloureux. Et c'est pour ça que autant éviter. C'est aussi pour ça que j'ai toujours eu la fibre de la création et c'est pour ça que j'en suis venu à créer des contenus autour justement de comment éviter les premières erreurs de l'investissement en général et plus particulièrement sur le crowdfunding. Ça marche sur l'immobilier? T'as fait de l'immobilier en direct du coup? J'ai un bien en direct, effectivement. Je me suis arrêté là parce que aujourd'hui, mon aventure entrepreneuriale, c'est aussi ma création de contenu et que je veux me concentrer là-dessus parce que l'immobilier, on vous vend un investissement passif. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un petit peu, les gens commencent un petit peu à le connaître. C'est pas passif l'immobilier. Il y a besoin de gestion, une gestion active. J'ai eu des périodes d'impayés. J'ai connu plusieurs petites choses aussi. Je sais, du coup, j'ai appris beaucoup, et je me sers de cette chose-là dans le crowdfunding. Mais aujourd'hui, j'ai plus de volonté à passer du temps sur l'immobilier parce que aussi je suis chef d'entreprise et que trouver un emprunt aujourd'hui en tant que chef d'entreprise avec moins de 3 bilans, ceux qui sont dans cette situation savent de quoi je parle. C'est pas forcément facile. Non, complètement. Et c'est un truc aussi qui est bon à savoir sur ton profil, c'est le fait que tu es créateur de contenu et que tu as quitté ton job pour créer du contenu. Tu me racontes un petit peu comment ça s'est passé et puis voilà de quoi tu vis aujourd'hui finalement. De quoi je vis, je pense que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup. Je vis de l'affiliation. Voilà, je fais de l'affiliation avec des plateformes de crowdfunding. Je ne m'en cache pas. Chaque fois que je parle d'un partenaire, je dis qu'il y a un partenariat, etc. Enfin, c'est important quand on est dans la création de contenu de toujours expliquer pour moi où sont nos biais éventuels, parce que on reste humain et que forcément, même si on essaie de minimiser les biais, il y en a forcément quand on parle de quelque chose. Donc ça, c'est une première chose. Et comment j'en suis venu à là en fait, je me suis fait un petit peu dépasser par les événements, à vrai dire. J'ai commencé à créer du contenu à une toute petite communauté de 10-15 personnes où je partageais mon expérience suite à la déception, au scam que j'avais eu, donc à l'arnaque que j'avais subi en crowdfunding sur une plateforme européenne. Et donc suite à ça, je me suis directement retourné vers mes pairs, on va dire, les personnes avec qui j'investissais, qui étaient des de mes semblables, et j'ai commencé à dire moi je vais là-dessus. Voilà un petit peu mon analyse. Qu'est-ce que vous en pensez, etc. C'est simplement comme ça que j'en suis venu à la création de contenu. Ça a commencé à prendre. Il y a des gens qui sont venus nous rejoindre et on s'est retrouvés plusieurs centaines. J'ai ensuite eu un petit coup de boost parce que j'ai été pendant longtemps un détracteur de Brix. Je reste pas forcément très. Aujourd'hui, leur produit est plus pertinent que dans le passé, mais j'ai longtemps été un détracteur de leur première version du produit. Et lorsqu'ils sont passés sur M6, mon article était simplement premier sur Google quand on tapait Avibrix. Donc là, j'ai eu grâce à Brix indirectement, j'ai eu une accélération et on est vite arrivé à plus de 1000 personnes, 1500 personnes. Et là, j'ai vu commencer à croître les revenus. Et à ce moment-là, je me suis dit faut que je prenne une décision. Ça me prend beaucoup de temps. Je travaillais en Suisse à l'époque, j'étais frontalier, donc il y avait les trajets, la route, etc. Fallait que je fasse un choix. Soit je me lançais à plein temps, soit j'arrêtais plus ou moins la création de contenu ou je la diminuais à son strict minimum pour pouvoir aussi
profiter de la vie à côté, soit je continue mon taf. Et j'ai pris la décision de lancer une aventure entrepreneuriale parce que j'ai toujours voulu créer quelque chose à moi-même, et c'est simplement ça qui m'a lancé. Ouais, donc d'une révolte suite à un scam, tu t'en sors C'est en ça. faisant ton boulot, quoi. C'est cool. Exactement. Drôle de chemin. Tu racontes peut-être ce scam, ce qui t'est arrivé, du coup, c'était en quelle année? C'était en 2020. Alors le fameux la fameuse pandémie qui a déclenché bon nombre de choses finalement, parce que dans l'investissement, enfin dans un scam, tant que tout va bien, dans une arnaque, tant que tout va bien en fait, et que les investisseurs rentrent, il n'y a pas de souci. Et c'est souvent un élément, soit la chute du nombre de nouveaux investisseurs, soit plus globalement un événement macroéconomique qui va changer la donne, qui va déclencher l'arnaque. Et donc c'est à ce moment-là que l'arnaque s'est déclenchée entre guillemets, et donc c'était vraiment quelques jours après le début de la pandémie et le lockdown qu'on a connu. C'était une toute petite somme, mais on parle d'un millier d'euros, ce qui pour moi, je gagnais bien ma vie à l'époque, n'était pas très important. Je sais que c'était important pour d'autres personnes, mais voilà. Donc du coup, j'ai appris beaucoup de cette erreur-là et de cette arnaque-là. Grosso modo, comment ça fonctionnait, c'était une plateforme les fameuses plateformes de crowdlending européens type Mintos, qui est le plus gros représentant. En tout cas, elle se voulait être comme celle-ci, et donc faire du prêt, notre argent allait servir à des sociétés de crédit pour financer des prêteurs. Et finalement, ce qui s'est avéré, c'est qu'une partie de l'activité était légale, il y avait des vraies sociétés, et une partie de l'activité, c'était des sociétés montées de toutes pièces, c'était des coquilles vides, et on prêtait de l'argent à des coquilles vides. Et donc à partir du moment où il y a eu où on a vu cet élément-là, eh bien tout a été coupé, et plus rien n'a été remboursé du tout. Et ça, c'est des choses qui n'étaient pas réglementées. Enfin, comment, avec un petit peu de la perspective que tu as aujourd'hui, ça pourrait se reproduire, ce genre de truc? À quoi il faut faire gaffe, ouais. Alors, aujourd'hui, moi, je ne retomberai pas dans ce piège-là de cette plateforme-là. Spécifiquement, je pourrais tomber dans d'autres pièges. Hein. Je suis pas clairvoyant à ce point-là, mais j'évite. En fait, je comprenais pas le modèle à l'époque. Le crowdlending européen, ce qu'on appelle beaucoup le peer-to-peer lending. Peer-to-peer, ça veut dire pair à pair. Et ce n'est absolument pas ça, en fait. Et à partir de ce moment-là, moi, je pensais que je prêtais à des gens, et j'avais pas fait forcément de due diligence, parce que c'est difficile de faire une due diligence sur des gens. Si j'avais su que je prêtais d'abord à des sociétés, ce que j'aurais pu savoir, hein, si j'avais creusé un peu plus, eh bien, j'aurais pu faire des recherches sur les sociétés à qui je prêtais, et à partir de ce moment-là, me rendre compte que cette société a un site web, mais que c'est une coquille vide, ça se voit, etc. Il y avait des signaux d'alerte, effectivement, sur cette plateforme-là, et j'aurais pu éventuellement le voir si j'avais passé du temps, mais ça m'aurait demandé plusieurs heures d'analyse, très clairement, sachant que c'était pas forcément celle qui prêtait le plus ou celle qui était le plus mise en avant, mais derrière, sur ces plateformes-là, il y a souvent des robots automatiques qui investissent automatiquement, et donc là après ils répartissent les prix un peu comme ils veulent, et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte un petit peu de l'arnaque derrière tout ça. Aujourd'hui, il y a effectivement un manque de régulation sur ces aspects-là. Alors Mintos, c'est le seul représentant à ma connaissance il y en a 2-3 autres mais qui sont plus petits, mais Mintos parmi les gros, c'est le seul représentant qui est régulé par sa banque nationale en termes de financière. Par contre, il y a beaucoup d'autres plateformes. On va parler par exemple de Robocash, de Peerberry, qui sont des plateformes qui sont relativement sérieuses, mais qui aujourd'hui n'ont pas de régulation, parce qu'il n'y a pas vraiment de cadre réglementaire dans leur pays pour ce genre de choses. Ou du moins, il n'est pas adapté, parce que c'est des micro-prêts. Enfin, à chaque fois, c'est des micro-prêts, etc. Donc tout de suite mettre mettre en place une régulation sur quelque chose, sur des sommes de 10-20 000 euros, ça casse complètement le business model. Et d'ailleurs, Mintos a dû complètement revoir son business model pour pouvoir mettre en place la régulation. Donc, c'est possible, mais ça demande, Mintos c'est une grosse société aujourd'hui, donc ça demande d'avoir une certaine masse pour pouvoir appliquer ça, sachant que aujourd'hui Robocash n'est pas régulé, mais fonctionne très bien. Ouais, c'est un univers, c'est vrai que tel que tu le décris comme ça a l'air vraiment d'être un peu vraiment une sorte de jungle sur lequel, en fait, même s'il y a la régulation, en fait, réglementation, elle est très 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 légère ou pas suffisante pour éviter des scams et des escroqueries en tout genre. Et c'est vrai que c'est l'image que ça m'en donne. Moi, je suis pas un participant actif là-dedans, mais tu peux peut-être et nous aider à retracer un petit peu un panorama justement de ce qui existe aujourd'hui, et ça pourrait du coup nous amener à pourquoi toi tu t'es spécialisé sur le crowdfunding immobilier.
Alors, je vais revenir sur un point précédent que j'ai pas précisé pour vraiment éviter la problématique. Aujourd'hui, parce que j'ai expliqué ce que c'était pas, mais j'ai pas expliqué ce que c'était. Donc, en un mot, aujourd'hui, le crowdlending européen, et ce pourquoi c'est assez complexe finalement quand on en comprend les rouages, c'est qu'on prête à une société de crédit. Et que souvent, il y a ce qu'on appelle le buyback, qui est aux yeux des investisseurs une solution magique pour se faire rembourser tous les prêts, ce qui n'est pas le cas, parce que c'est finalement ce que dit le buyback, c'est que la société à qui vous prêtez de l'argent s'engage à vous le rembourser, ce qui me semble normal finalement. Et juste si la société fait faillite, bah en fait tous les prêts sont suspendus jusqu'à ce qu'il y ait un recouvrement qui se fasse au travers de la justice. C'est ce qu'on observe au travers de Mintos, parce que même si sur Mintos c'est tout, et je pense que c'est vraiment un cas d'étude très intéressant, parce que sur Mintos aussi il y avait des sociétés, des réelles sociétés qui avaient des vrais crédits, mais pareil au moment du Covid, des petites sociétés qui étaient au fin fond des Philippines, pas certaines qu'elles arrivent à vous rembourser. Et c'est ce qui s'est passé là. Et donc c'est en fait quand on va sur le crowdlending européen, de manière générale, peu importe la plateforme, ce qu'il faut avant tout regarder, c'est la solidité financière de la société à laquelle vous prêtez. Donc il faut aller regarder les bilans de ces sociétés-là si vous voulez bien faire le job. Et là, ça demande un boulot qui est plus du tout le même que ce que font la plupart des investisseurs. Donc voilà, ça c'est une première chose. Si je reviens à ta question de qu'est-ce qu'il existe aujourd'hui en crowdfunding en général, en France, le crowdfunding immobilier est ultra dominant. Parce que en France on aime bien l'immobilier, ça a toujours été donc c'est ultra dominant. Le peer-to-peer lending et le crowdlending est très développé en Allemagne par exemple ou dans certains pays de l'Est. Donc c'est en fonction des pays, on a vraiment des typologies très différentes. On a ces deux là qui existent. On a aussi pour les personnes qui ont une sensibilité écologique notamment quelque chose qui se développe énormément en ce moment, qui est le crowdfunding sur des projets d'énergie renouvelable. Donc là, vous aidez des sociétés à financer des projets de toitures photovoltaïques, de rénovation d'éoliennes, de rénovation d'un barrage ou d'une génératrice électrique dans un barrage hydraulique. Tout ce genre de société et tout ça, c'est des plateformes sur le crowdfunding immobilier, crowdfunding en air qui sont particulièrement régulées en France et même au niveau européen avec le PSFP. Le crowdlending est un peu à part, comme je l'ai expliqué. Et il y a d'autres on peut aussi prêter à d'autres types de sociétés, des sociétés plus classiques, j'ai envie de dire. Par exemple, on va avoir des acteurs comme October qui vont permettre d'investir sur tout un ensemble de sociétés. Alors moi, j'aime pas forcément parce que autant quand on va prêter à quelqu'un qui fait de l'immobilier, on sait qu'il y a un actif tangible derrière et donc la valeur de la société est très corrélée à la valeur de cet actif et aux dettes de la société aussi. Quand même, faut faire attention. Mais si on va sur un restaurant à qui ces murs n'appartient pas, finalement, s'il fait faillite, qu'est-ce qui nous appartient ? Des tables, des chaises et éventuellement un fourneau. Ça va avoir des difficultés à rembourser les crédits. Et c'est d'ailleurs ce qu'on observe assez régulièrement, même si dans le crowdfunding immobilier, il y a aussi des défauts, on pourra en y revenir. Mais c'est la grande différence aujourd'hui entre prêter à n'importe quelle société et prêter en crowdfunding immobilier. Et si on doit faire une petite différence entre crowdfunding énergie renouvelable et crowdfunding immobilier, parce que c'est aujourd'hui les deux grandes classes d'actifs qui semblent quand même mieux résister et être mieux à l'épreuve des balles entre guillemets. Le crowdfunding énergie renouvelable, il surfe un petit peu sur, même s'il est nécessaire, c'est un effet de mode autour des énergies renouvelables et aux besoins des banques d'aller verdir leur bilan. Aujourd'hui, une banque elle a besoin de financer pour faire un petit peu de greenwashing, hein, malheureusement, mais heureusement d'un autre côté, c'est pour faire du greenwashing. Les intentions ne sont pas forcément nobles pour toutes les banques, mais elles ont besoin de paraître plus vertes et donc de financer ce type de projet-là. Et c'est pour ça qu'ils vont assez facilement prêter à ce genre de projet. Et en plus, généralement, ces projets, une fois que les autorisations administratives sont obtenues, on sait combien il y a de soleil en moyenne à un endroit précis. Si on oriente les panneaux d'une telle manière, on sait à peu près quel va être le revenu qu'on va avoir au fil des ans. Et ça, cette prédictibilité, elle est très appréciée par les entreprises et elle permet d'avoir des sociétés, finalement des investissements qui sont avec un niveau de risque qui est même encore moindre, je pense, que le crowdfunding immobilier. Et je pense que le risque moindre sur l'énergie renouvelable par rapport à l'immobilier, du coup, c'est par rapport à la prévisibilité, enfin des cash flows futurs dus au le fait que ça soit sur une énergie naturelle prévisible comme le soleil, ou est-ce que ça c'est aussi la véritable, enfin c'est aussi de par le lien contractuel qui existe quand on est, tu vois, sur ce type de projet par rapport à des projets immobiliers ou à des opérateurs immo.
Je pense que c'est surtout la prévisibilité du business qui en fait quelque chose d'intéressant. Parce que finalement, quand on va aller sur du crowdfunding immobilier, on va avoir des garanties qui sont plus fortes généralement que ce qu'il y a sur le crowdfunding énergie renouvelable. On va avoir une hypothèque de premier rang, on va avoir une fiducie sur des actifs, que ce soit la société ou le bien. Donc, c'est quelque chose qui est assez fort en termes de garantie quand on va sur le crowdfunding immobilier. C'est pas le cas sur tous les projets de crowdfunding. Il y en a certains où on est au deuxième rang parce qu'il y a une banque avant. La différence avec le crowdfunding ENR, c'est qu'il y a toujours une banque avant nous. Ça, c'est systématique. On finance une partie des fonds propres qui est demandée à l'opérateur parce que aujourd'hui, c'est des projets qui peuvent se chiffrer en dizaines de millions, en centaines de millions parfois. Donc, en crowdfunding immobilier, en crowdfunding de manière générale, on est limité aujourd'hui à 5 millions par entité. Donc, on peut pas fournir plus de 5 millions. Donc, forcément, il y a besoin d'une solution qui soit plus attractive pour eux. Et en plus, généralement, faut pas se le cacher, le coût de la dette en crowdfunding immobilier est supérieur à ce qu'ils trouvent dans les banques. Donc, ces sociétés-là ont tout intérêt à aller voir des banques avant, à se financer un maximum par les banques et ensuite seulement à venir voir le crowdfunding pour pouvoir ensuite avoir des financements complémentaires qui seront un peu plus chers. Ouais, ce qui dit en tant que créancier, quand tu es dans le crowdfunding, ça te met en position de faiblesse parce que c'est toi qui subis les premières pertes, quoi, finalement, au démarrage. Quand tu es en deuxième rang, effectivement, tu seras le premier perdant, entre guillemets. Toi, tu as choisi de te concentrer vraiment dans ton portefeuille sur le crowdfunding immobilier, du coup, de par le fait que c'est un actif tangible ou pour d'autres raisons? Alors, je suis pas franchement concentré, moi, sur le crowdfunding immobilier. J'ai une exposition qui est plus importante que la majorité des gens, c'est certain, parce que c'est ce dont je parle, et forcément, pour en parler, il faut essayer. C'est aussi bête que ça, mais j'ai plus de bourse que de crowdfunding immobilier aujourd'hui, parce que la bourse me permet de diversifier dans énormément de secteurs. Je peux avoir du Microsoft, comme je peux avoir le producteur de lait, du producteur de lait ou de la nourriture, ou de... Bref, tout un ensemble de choses en bourse. Donc déjà, faut démystifier. Moi-même, j'ai beaucoup de bourses à côté et je ne prêche pas pour un portefeuille 100% crowdfunding, surtout pas. Donc c'est ultra important. Ensuite, pourquoi je m'expose beaucoup au crowdfunding? Parce que j'ai commencé aussi par l'immobilier. Je suis rentré beaucoup dans l'investissement par l'immobilier. Et par ce biais-là, j'ai une capacité d'analyse qui est peut-être un peu supérieure à la moyenne des personnes en France. Je dis pas que je suis un expert, mais je dis que j'ai une capacité d'analyse qui est un peu meilleure. Et en plus, maintenant, je commence à avoir roulé un peu ma bosse, comme on dit. Et forcément, j'ai une certaine expérience. Mais j'ai commencé simplement par affinité envers l'immobilier. Et c'est comme ça que j'ai développé, et puis j'ai fini par développer une expertise au travers de ça. Et donc aujourd'hui, ouais, si on fait le scan rapide de ton portefeuille, donc c'était plus pondéré sur la bourse, tu es en mode passif, et est-ce que, comment tu considères vraiment, est-ce que l'horizon est différent, dans le sens où tu es plus actif parce que ça alimente aussi ta création de contenu sur le crowdfunding immobilier, mais en fait après tu réinjectes les fonds sur du passif sans t'en occuper pour viser la plus-value plutôt que les dividendes. Enfin, c'est quoi ta philosophie globale, on va dire, dans ton portefeuille? Aujourd'hui, je suis dans une phase où je veux faire croître mon portefeuille, mon patrimoine de manière générale. Donc déjà, ça implique que je suis prêt à prendre un niveau de risque qui est peut-être plus élevé que d'autres personnes. Donc forcément, j'ai de la bourse, j'ai un petit peu de crypto aussi, même si je reste raisonnable sur cette partie-là. J'ai cette partie crowdfunding immobilier, j'ai un petit peu d'obligations pour juste assurer le fond de portefeuille. Mais globalement, je prends un grand niveau de risque. Après, il n'y a pas vraiment d'arbitrage au sens je prends les bénéfices d'un endroit pour aller à un autre endroit. Je vais arbitrer en fonction de la situation macroéconomique dans laquelle on se trouve éventuellement. Mais aujourd'hui, les mouvements sont, de manière générale, moi je suis quelqu'un qui est convaincu par le fait que pour l'investisseur lambda et pour moi-même, le long terme, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Donc, même si je suis pas ultra passif d'ailleurs en bourse, j'ai un portefeuille de gestion, ce que j'appelle moi gestion active long terme, c'est-à-dire que je fais mon stock picking, mais c'est du stock picking que j'ai pas fait d'ordre depuis 2 mois par exemple, et j'avais fait des ordres au mois d'octobre dernier parce que je m'apercevais qu'il y avait des erreurs dans mon portefeuille et donc j'ai fait un mini changement de stratégie sur une partie de mon portefeuille. Mais c'est tout. Sinon, je laisse vivre mon portefeuille. J'ai, dès le départ, été convaincu par certains investissements et je reste sur cette stratégie-là et sur le long terme. Pourquoi je reste sur cette stratégie-là, celle que j'applique, c'est que faire des ordres, ça coûte cher, tout simplement. Et que si notre argent tombe 3 fois dans l'année, on va prendre
en moyenne 3% de juste en frais. Donc après, il faut surperformer de 3% pour pouvoir rattraper ça. Donc pour moi, moins on fait de mouvements, plus le portefeuille a tendance à performer. Et donc de l'autre côté, je peux faire varier un petit peu comment dire la barrière, hein, c'est-à-dire que je peux diminuer un petit peu le crowdfunding ou diminuer un peu la bourse en fonction des opportunités. Par exemple, en ce moment, voilà, on commence à être vraiment sur un bas sur le crowdfunding immobilier. Peut-être que je vais encore plus déroger à une gestion classique de portefeuille et mettre encore un peu plus de crowdfunding immobilier, parce que quand on est en bas de cycle dans l'immobilier, c'est là qu'il y a les meilleures affaires. Et c'est là où, quand on se projette dans le futur, un projet dans 2 ans, qui est censé sortir dans 2 ans, eh bien, il va bénéficier normalement, en tout cas, moi, j'estime, d'une reprise du marché immobilier en 2025-2026. C'est logique, donc c'est une gestion active, mais modérément active. Tu fais pas du trading, tu vois, voilà, tu revois tes positions de temps en temps, quoi. Exactement. Le trading, c'est vraiment pas pour moi. Et de manière générale, je le déconseille assez fortement quand les gens m'en parlent. Ils peuvent s'amuser sur une petite enveloppe s'ils veulent pour voir s'ils sont bons en trading. Et moi, je déconseille d'être à fond sur le trading, etc. Surtout quand on est débutant, parce que c'est le meilleur moyen de se planter, de faire des catastrophes et de se dégoûter de l'investissement en plus, ce qui à long terme va coûter très cher. Alors justement, avant d'aller plus sur le thème du crowdfunding immobilier, puisque c'est un peu le thème qu'on va travailler aujourd'hui, juste avant ça, est-ce que tu peux donner un aperçu en fait des performances, toi, que tu as eu sur la partie justement crowdfunding immo depuis que tu as commencé, quel genre de rendement, dans quel horizon on peut s'attendre à les avoir. Alors c'était une période assez favorable, hein, mais Non, défavorable au contraire. ah, tu penses? D'accord. Ah oui, mais Ouais. j'ai commencé à investir en 2020, donc j'ai la bonne année de 2020, grosso modo, parce que c'est des biens qui ont été vendus en 2021-2022, mais tous les projets que j'ai financés en 2021 et 2022, finalement, ils sont censés finir en 2023-2024, pile au moment où on a cette crise. C'est là toute la difficulté du crowdfunding immobilier, c'est que là, on s'aperçoit que c'est une mauvaise période par rapport au passé. 2021-2022 seront des années les projets financés en 2021 et 2022 seront des projets en très grande souffrance, et on le voit déjà, hein, c'est pas une projection, hein, c'est vraiment sur les plateformes, les retards ont vachement augmenté, notamment sur les projets de ces années-là. Alors, si on parle de perf brut, je suis autour de 6%. Ça peut paraître faible, mais je le dis en toute transparence, hein, c'est faible, mais parce que aujourd'hui je subis beaucoup de retard. Et donc, comme je subis beaucoup de retard, il y a pas mal de plateformes qui versent les intérêts in fine. Donc aujourd'hui, mes rendements, je les ai pas eus parce que peut-être que je les aurai dans 6 mois ou dans 1 an. Donc sur certaines plateformes, je suis à 0% de rendement depuis 2 ans parce que j'ai 1 ou 2 projets dessus et que ils sont tous les 2 en retard et que j'attends simplement. Donc les intérêts étant versés pour certaines vraiment tard, et forcément ça impacte mon rendement global. Mais le rendement qu'on peut attendre sur le très long terme, parce que si on parle d'investissement très long terme, parce que je pense que c'est un investissement à envisager comme étant au moins à moyen terme et plutôt à long terme, parce que comme tous les investissements risqués finalement, eh bien on va avoir un rendement qui va être, je pense, moi, entre 7 et 9% brut par an. Brut, hein, je parle bien, après il faut appliquer la fiscalité. Ouais, qu'est-ce que ça donne du brut à ce que tu as finalement pour toi derrière? C'est une fiscalité à 30%, comme la bourse, donc ça fait, j'ai pas les calculs en tête, mais oui, on enlève mais juste, ça fait entre 5 et 7% net d'impôt. Ok. Sur combien de lignes tu as obtenu ça? Alors c'est très intéressant comme question. Tu fais bien de la poser parce que c'est un investissement risqué. Et donc, comme la bourse, tout mettre sur une seule action ou sur un seul projet, c'est ultra risqué. Si le projet se plante, eh bien, ça peut vraiment, vraiment vous coûter très cher. C'est en crowdfunding immobilier, même si vous êtes au premier rang, on ne sait pas ce qui peut se passer. La société, il peut, pire des cas, un décès assez rapide de la personne, de l'entrepreneur qui est un homme clé. La succession met une éternité à se faire. On se retrouve avec un projet qui va durer 3, 4, 5 ans, avec au final, pour retrouver, ça va être vendu le moins cher possible parce qu'il faut que tous les gens vont vouloir s'en débarrasser. Et on va se retrouver avec 30% de ce qu'on avait au départ. Voilà, c'est un exemple extrême de ce qui peut arriver. Donc c'est pour ça qu'il est bon d'investir. Moi, j'ai une grosse quarantaine de lignes parce que je teste beaucoup de choses, mais je considère que avoir entre 25 et 30 lignes, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc 25 ou 30 lignes, ça veut dire 25 ou 30 projets de crowdfunding immobilier différents. Et si possible, ne pas prendre 25 ou 30 projets sur la même plateforme.
Même si la plateforme, entre guillemets, si elle fait défaut, si elle arrête son activité, ce n'est pas dramatique parce que vous avez un contrat directement avec l'entrepreneur, mais c'est elle qui faisait l'intermédiaire quand même. Donc ça peut entraîner quelques difficultés. Sachant que maintenant, avec le PSAP, quand même, faut quand même souligner qu'il y a une obligation de prévoir une société qui va reprendre tout ça et la gestion de tout ça. Donc ces difficultés vont être plus faibles maintenant. Mais malgré tout, avoir 3, 4, 5 plateformes sur lesquelles on met ces 25, 30 projets. Faut pas aller au-delà parce que sinon ça complexifie le suivi, ça complexifie la gestion. Eh bien, ça me paraît être un bon compromis avec un petit peu d'énergie renouvelable et un petit peu de crowdfunding immobilier pour diversifier même les risques et être sur 2 typologies de projets différents, par exemple. Tu parlais des intérêts qui étaient in fine parfois, c'est rare ou plutôt fréquent Je dirais que c'est 50-50. La plus grosse plateforme, je sais pas si tu veux que je cite les noms Ouais, ici. bien sûr. Donc Clubfunding est connu et réputé pour faire de l'intérêt mensuel, mais c'est une exception plus qu'une règle. Et il se trouve qu'aujourd'hui, on s'aperçoit des limites de ce modèle-là par la simple et bonne raison, c'est qu'on est dans l'immobilier et la personne en face de nous, finalement, elle va avoir du cash quand elle va vendre un bien. Et on vend pas un bien tous les mois. Généralement, quand on est un petit marchand de biens, on va en vendre un, 2, 3 par an, et puis voilà, ça va pas aller plus loin. Donc, on va avoir des difficultés. On s'aperçoit aujourd'hui qu'avec les retards, on a aussi des difficultés de cash flow sur ces entreprises-là et qu'elles n'arrivent plus à payer les coupons mensuels. Donc ça, c'est un point très important. Ça peut paraître pratique, mais en fait, vous embêtez l'entrepreneur en faisant ça. Sauf que vous financez un entrepreneur, c'est pas pour le planter. Vous financez l'entrepreneur, c'est pour que lui réussisse et que vous récupériez votre part du gâteau au travers des intérêts. Donc, il faut avoir conscience de ça. Et pour moi, c'est pour ça que pour moi, avoir des intérêts qui soient annuels ou in fine, c'est pas un problème. Mais on va trouver toutes les typologies. On va avoir du mensuel sur quelqu'un comme Clubfunding. On va avoir du trimestriel sur certaines plateformes, du semestriel sur d'autres plateformes et de l'annuel ou du in fine sur d'autres plateformes. Et parfois, c'est même les plateformes mélangent en fonction des contextes. Si on est par exemple sur une foncière, eh ben la foncière va avoir des revenus plus réguliers. Donc, on va peut-être se permettre d'avoir par exemple des intérêts qui seront trimestriels ou mensuels. Dans un court instant, on verra quel est le taux de projets en souffrance actuellement, pourquoi il faut investir aujourd'hui et non pas demain, et sur quels critères choisir son projet de crowdfunding immobilier. À tout de suite. Ça marche. Et j'avais demandé à Gauthier, le CEO de crowdfunding là-dessus, mais je me demande si d'autres plateformes le font. Ma question, c'était par rapport au fait que est-ce que les intérêts peuvent venir d'un risque de contrepartie de la plateforme elle-même et pas du projet. Et lui il me disait que non, en fait, il n'y avait aucun buffer et que l'argent vient du projet. Donc, il n'y a pas, si le projet ne génère pas de cash, il n'y a pas d'intérêt qui est versé. Mais est-ce qu'il y a des moyens, est-ce qu'il y a des plateformes de ce que tu as vu qui peuvent permettre de pallier le manque de cash venant du projet? Non. Non, c'est vraiment, on a un contrat avec l'opérateur. Donc la plateforme, elle est là en tant qu'intermédiaire et en tant que ce qu'on appelle représentant de la masse, c'est-à-dire que en cas de problème, c'est eux qui vont nous représenter et ils vont nous présenter les solutions potentielles aux problèmes et on va devoir voter. Et ils vont appliquer ce que nous, on aura décidé en tant que votants. Donc ils ont vraiment un rôle d'intermédiaire pur et simple et ils n'interviennent pas sur les projets. Ça marche. Tu parlais du contexte actuel qui était compliqué. Ça s'illustre comment, par exemple, sur ton portefeuille, les 40 lignes, en gros, quel est le pourcentage de ce que tu as en portefeuille qui est en souffrance et comment ça se caractérise, tu vois? Est-ce que c'est dû à des problèmes, quel genre de problèmes qui ont causé ça? Alors déjà, je partage mes résultats de manière tout à fait transparente et j'invite les gens à aller sur mon site Investissement Facile pour éventuellement voir mon portefeuille que je partage et je partage aussi les projets en souffrance. Donc ça, c'est hyper important. Cette transparence, pour moi, elle est hyper importante. Et j'ai pas la même définition que les plateformes parce que les plateformes, elles vont pas te vendre qu'elles ont trop de défauts. Par contre, de mon côté, ce que j'observe aujourd'hui, c'est un bon 25% de retard au global sur le portefeuille. En sachant que j'ai beaucoup investi aussi en 2021 et 2022, donc en plus je suis très pénalisé moi parce que j'ai vraiment cet aspect-là où j'ai investi massivement dans cette période-là. J'ai commencé à sentir le truc fin 2022 où j'ai commencé à parler des difficultés qu'il va y avoir dans le crowdfunding, dans l'immobilier en général et donc dans le crowdfunding, mais avant j'ai pas senti la situation.
Et donc j'ai ces 25% de retard. Et aujourd'hui, je suis à ce que je considère moi comme étant des défauts, c'est-à-dire des sociétés qui sont soit en procédure de sauvegarde, soit en procédure de redressement, soit on est dans des contentieux à essayer de récupérer l'argent parce que la personne refuse de nous rembourser alors que l'obligation est arrivée à échéance. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai aujourd'hui environ 10% de défauts. Je m'approche des 10% de défauts. Je dois être à 8, mais j'ai un projet qui est vraiment très limite de passer en défaut donc qui me ferait monter autour de 10%. Ce qui peut paraître énorme, mais je veux quand même temporiser un truc, c'est que une procédure de redressement, une procédure de sauvegarde, par exemple, ça veut pas dire que la boîte va aller en liquidation. Ça veut pas dire qu'on va avoir zéro. Ça veut dire que la boîte est en difficulté. Souvent, dans l'immobilier, ça va être des soucis de cash flow. Donc, ça va être, en fait, la société a des dépenses et n'a plus de cash à l'instant T pour pouvoir payer ses dépenses. Mais finalement, elle a des actifs, des biens immobiliers qui, eux, sont valorisés, sont valorisables et qui vont permettre d'éventuellement faire reprendre l'activité normale de la société. C'est juste qu'ils ont besoin d'une pause dans les créances et qu'ils vont aller voir la justice pour dire protégez-nous s'il vous plaît, mettons en place un process pour essayer de faire repartir la société sur de meilleures bases. Ça, en tout cas, c'est l'usage commun de la procédure de sauvegarde et la procédure de redressement. Maintenant, il y a aussi des cas exceptionnels. Moi, j'ai un projet, par exemple, où le projet, je le considère complètement en défaut, mais c'est vraiment un projet où on aura tout vu. La personne, elle a levé de l'argent sur la plateforme de crowdfunding, puis elle s'en fichait un petit peu de la plateforme de crowdfunding. Pour elle, c'est pas une banque, ils allaient rien faire. Sauf qu'on avait une fiducie sur son bien, donc du coup, on a récupéré le bien. Sauf que on était sur le point de le vendre et la mairie a annoncé son intention de faire préemption. Donc maintenant, on attend une offre de la mairie. Donc on est vraiment dans le pire des cas sur un des projets. Je devrais me retrouver quelque chose parce que mine de rien, j'ai vraiment l'actif en garantie et je devrais, je pense, retrouver une très grosse partie de mon capital. Donc sur ce cas-là, qui est vraiment un cas horrible, parce que quand la mairie fait préemption, ils ont bien les moyens de négocier. Je devrais quand même me retrouver avec un recouvrement qui est intéressant parce que j'avais des garanties de premier rang. Et c'est ça là où, par exemple, un des critères de sélection sur les projets, ça peut être ces garanties. C'en est un parmi beaucoup d'autres. Ça, c'est ce cas-là que tu cites maintenant, c'est le cas le plus avancé dans les défauts que tu as vu, c'est-à-dire celui qui est le plus avancé dans ce qui arrive une fois qu'on commence à avoir des difficultés. Tu parles de redressement judiciaire, tu as bien fait de le mentionner, on est encore ou dans la conciliation, on est encore dans un business qui continue de fonctionner, simplement du coup, s'il y a une vente derrière, ça continue, on peut vite se faire rembourser et ça peut aller. Mais est-ce que tu as des projets qui sont allés jusqu'à, tu vois, est-ce qu'on n'aime pas trop, c'est quand ça arrive vraiment au tribunal, la liquidation? Pas encore. Pas encore, pour la simple et bonne raison, c'est que ça prend du temps. Une procédure alors pour la sauvegarde, je sais que c'est 18 mois. Je sais pas pour le redressement combien de temps ça peut durer maximum, mais c'est très long. Donc déjà, on va avoir par exemple un projet qui va durer 1 an et demi. On va être ensuite dans une phase de conciliation amiable avant d'entrer dans cette période de sauvegarde ou de redressement, pendant laquelle qui va durer de quelques semaines à quelques mois, voire une année. Et derrière, on va aller sur des procédures qui sont plus sévères. Donc en fait, entre le début du projet et déboucler une possible perte ou pas d'ailleurs, eh bien on a 4, 5, 6 ans parfois. Donc c'est très très long. Et en l'occurrence, comme moi j'ai commencé en 2020, eh bien pour le moment j'en suis pas encore là. J'ai quand même sur des plateformes, j'en suis pas encore là sur des plateformes françaises. J'ai déjà eu des débouclages complets sur des plateformes européennes où là, ces process-là vont parfois un peu plus vite, parfois pas. On jette souvent la pierre à la justice française, mais ça dépend des cas. Moi, j'ai un cas qui a été traité assez vite et finalement ils ont trouvé un acheteur assez vite et j'ai été remboursé de 100% du capital et de 100% des intérêts. Ça n'arrivera pas toujours, j'en ai bien conscience, mais c'est un cas qui m'est arrivé sur une plateforme européenne. Ça marche. Et intéressant quand même ton cas juste avant là sur la fiducie. Donc comme vous avez la garantie, vous reprenez finalement le contrôle de la boîte. Voilà, finalement. C'est ça. Vous êtes combien à vous décider? Est-ce que c'est pas la cacophonie, tu vois, là-dedans pour trouver trouver une décision qui soit avantageuse pour tout le monde? Est-ce que tout le monde a les mêmes intérêts ou c'est facile à gérer ça? C'est tout le boulot de la plateforme. Et là, en plus, c'était un projet avec 2 plateformes. Donc, on a le projet un peu compliqué. Donc, ça existe des projets qui sont levés sur 2 plateformes parce que les plateformes n'ont pas la capacité de lever l'intégralité. Ils le savent, ils veulent pas faire prendre de risques à l'entrepreneur. Donc, du coup, ils s'associent avec une plateforme avec qui ils travaillent. Généralement, elles travaillent ensemble régulièrement quand elles ont en tout cas un dossier, elles travaillent régulièrement avec les mêmes. C'est pas ultra courant, mais ça arrive. Et quand c'est comme ça, eh bien, c'est d'abord du coup la plateforme avec ses avocats, avec tout ça, qui va définir le meilleur moyen d'agir. Et ensuite, il y a un vote. Alors, pas dans le cadre de la fiducie.
dans le cadre d'une hypothèque, dans le cadre de toutes les garanties, il y a pas de, il peut y avoir des discussions. Mais dans le cadre de la fiducie, finalement, la fiducie, c'est exécutoire. Tu respectes pas tes engagements, on va voir le fiduciaire, on lui montre, on lui prouve par A plus B que t'as pas respecté tes engagements, et automatiquement, ça se déclenche. Il n'y a pas de phase amiable, et c'est c'est toute la force de la fiducie. Quand on est avec quelqu'un qui n'est pas, très conciliant, parce qu'après il peut y avoir une phase amiable quand même, mais si la personne n'est pas conciliante en face, eh bien, on a force d'exécution sur ça. Et donc du coup, ils avaient exécuté ça, et après, c'est finalement, là, c'est en train de suivre son cours. On n'a pas encore de signature de compromis. On devait en avoir une, mais on n'en a pas parce que la ville a décidé d'annoncer sa préemption en amont, et donc du coup, maintenant, on attend l'offre de la ville, et à ce moment-là, quand on aura l'offre de la ville, les plateformes vont devoir revenir vers les personnes qui ont investi et leur demander de voter. Acceptez-vous cette offre à ce prix-là, ou est-ce que vous ne l'acceptez pas? Et à partir de là, de ce vote, s'il y a plus de 50%, alors ça dépend, je veux dire 50% pour simplifier, mais si la majorité se range derrière, eh bien, on va à ce moment-là, enfin, la plateforme va s'exécuter et faire la vente. Ouais, ce qui est pas non plus. Enfin, tu vois, la fiducie, on le voit quand même comme quelque chose de très sûr, très garanti, mais c'est intéressant de voir que quand on va au bout de ça, quand t'es créancier, t'as pas envie, toi, d'être on va dire, l'organe décisionnaire. Enfin, en gros, tu passes d'une situation où t'as peut-être 2-3 opérateurs associés qui savent exactement qu'un projet est prédéfini avec une stratégie et que ça où ils vont, à être sur le commandant de bord avec 25 autres investisseurs crowdfunding qui sont pas forcément sophistiqués dans leur approche, qui savent pas forcément comment faire ou qui ont pas la bonne connaissance du truc. Il y en a qui veulent vendre, il y en a qui veulent vendre plus cher, il y en a qui veulent vendre moins cher. Tu vois, c'est là où tu te dis, en fait, même si tu gardes un actif tangible, le contrôle de la société en tant que tel, c'est pas non plus top, quoi. Non, c'est pas top. Après, c'est là où les plateformes doivent aussi vulgariser et qu'est-ce qui est et présenter les choses de manière la plus analytique possible pour que les gens puissent prendre une décision. Il y a deux décisions, hein, et après, effectivement, si les gens refusent de vendre, on se retrouve dans une situation de blocage, parce que de toute façon, la mairie va faire préemption. Et comme la mairie annonce son intention de faire la préemption sur ce cas-là, il va y avoir aucune offre d'achat qui va être faite par des personnes sérieuses, parce que ils iront voir la mairie d'abord pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent de ce terrain-là. Et la mairie leur dira, écoutez, nous on va l'acheter. Donc ils vont abandonner tout de suite le projet. Donc dans le cadre de ce projet-là, typiquement, on va se retrouver avec une offre qu'on va difficilement pouvoir refuser de la mairie. En tout cas, c'est mon analyse à moi en ayant un petit peu d'expérience, etc. Mais ça va être à la plateforme de vulgariser tout ça, peut-être de faire un live pour justement en discuter avec les investisseurs et répondre aux questions des investisseurs. Parce qu'il y a bien sûr des gens qui vont vouloir, si on a une offre qui est assez basse, il y a des gens qui vont vouloir plus. Et donc, ça va être à ce moment-là à la plateforme d'expliquer les risques de vouloir attendre. Parce que c'est aussi bien, si on a, par exemple, 75% de recouvrement tout de suite ou qu'on arrive à négocier 85 dans 2 ans, ça se discute, quoi, d'un point de vue investissement. Les 75 tout de suite peuvent être cohérents. Donc, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Je voulais en venir après à comment justement choisir la plateforme et choisir le projet, analyser tout ça. Mais juste avant, tu parlais du contexte. Si je t'entends bien, ce que tu sembles indiquer par rapport au fait que il y a vraiment tout ça prendre un peu du temps, c'est que comme le marché s'est retourné là en 2022, 2023 plutôt, enfin fin 2022, 2023, ce qui veut dire que tous ces projets qui ont été captés en 20, 21, 22, il faut s'attendre à des défauts qui vont arriver en 26, 25, 26, 27. C'est ça ton analyse? Alors un peu plus tôt, parce que la société théoriquement elle est en défaut dès lors qu'elle est en retard, hein, parce que si elle n'est pas en capacité de rembourser, c'est qu'elle est en situation de défaut théorique. Mais globalement, c'est maintenant qu'on va souffrir des projets 2020. Alors 2020 ça va parce qu'une bonne partie était sortie déjà, hein. Finalement en 2020 ils ont eu quand même 2021 et 2022 pour pouvoir revendre avant que la situation se dégrade autour de l'immobilier. Mais les projets de 2021 et 2022, effectivement, ça va être là fin 2023 et tout 2024 qu'on va avoir les casseroles qui vont arriver, parce que ce qui s'est passé, et c'est tout naturel, hein, c'est qu'en 2021 il y avait aucun signe de cette crise-là. C'était très difficile, à moins d'être Nostradamus, de pouvoir prévoir cette hausse des taux, cette inflation suivie de hausse des taux qui va venir pénaliser le marché immobilier. Et finalement, donc les gens en 2021 se faisaient leurs analyses en fonction des éléments qu'ils avaient à l'instant T,
qui leur donnait pas de scénario par lequel ils vont avoir des difficultés à vendre au prix qu'ils avaient évoqué dans leur projet. Sauf qu'il s'avère que la situation s'est dégradée et aujourd'hui les prix de vente sont caducs et que potentiellement ils vont vendre 10, 15, 20% moins cher et en plus la dette va continuer à courir pendant 6 mois, 1 an supplémentaire, donc ça va leur coûter plus d'argent. Donc c'est cette situation-là dans laquelle on est en plein aujourd'hui. Il n'y a pas besoin d'attendre 2025-2026 pour voir les défauts augmenter. Et on a même certaines sociétés qui ont prêté beaucoup d'argent, qui ont emprunté beaucoup d'argent en crowdfunding immobilier et sur plusieurs dizaines de projets pour certaines, qui se sont déjà mis en procédure de sauvegarde. Donc il y a certaines plateformes qui aujourd'hui sont un petit peu en stress vis-à-vis de ça. Si on suit le raisonnement à l'inverse, on peut penser qu'il y a du coup une opportunité aujourd'hui, puisque sur les trucs qui sortent aujourd'hui. C'est ça ton point de vue? C'est exactement mon point de vue et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je vais peut-être réinvestir un peu plus en crowdfunding immobilier. Je cherche en tout cas des fonds si possible. C'est pas un appel aux dons, mais je sens l'opportunité parce qu'aujourd'hui, du fait que les taux ont augmenté, les taux en crowdfunding immobilier ont augmenté. On est passé grosso modo d'un 9 de moyenne, on va dire, au plus bas en 2021-2022 à 10,5, 11% très régulièrement sur les plateformes aujourd'hui. Donc, le niveau de rendement théorique a largement augmenté sur ces projets-là. Sauf que on est dans une période où on commence à voir un peu plus clair. Les banques centrales ont annoncé arrêter d'augmenter les taux pour l'instant. Alors, si on a une guerre entre les États-Unis et l'Iran, par exemple, tout ça va être remis à plat, qu'on soit clair. Mais si on reste à un scénario classique sur lequel il n'y a pas de conflit majeur, il n'y a pas de chamboulement majeur, il n'y a pas de signe noir, eh bien, on devrait voir les taux baisser ça a déjà légèrement commencé. Au mois de janvier, là, on a eu une très légère baisse des taux moyens en emprunt. Et donc, ça va continuer au long de 2024 quand les banques centrales vont commencer à baisser leurs taux en fin d'année. En tout cas, ça, c'est le scénario principal dans lequel moi, je m'inscris. Et donc, si ces taux d'intérêt baissent, le pouvoir d'achat des personnes va réaugmenter, et pouvoir d'achat immobilier, j'entends. Et donc, ce pouvoir d'achat immobilier, il va pouvoir être utilisé pour acquérir des biens qui sont là depuis longtemps sur le marché. Et donc, ça va faire repartir la machine immobilière progressivement. Ça va pas c'est pas magique, c'est pas du jour au lendemain, mais du coup, à 2025-2026, qui sont à peu près quand les projets financés en 2024 vont être débouclés, c'est 24 mois, la durée moyenne d'un projet, enfin entre 18 et 24 mois. Donc ça nous mène à fin 2025, début 2026. Et si les ventes arrivent fin 2025, début 2026, parce que le marché immobilier aura repris, eh bien on pourra bénéficier de projets à la fois avec des taux plus élevés et un nombre de retards qui sera moins élevé qu'actuellement. Quand tu parles de taux, ça c'est contractuel de toute façon les taux. Pourquoi ils seraient plus élevés? Enfin, je vois le raisonnement sur le fait que à la sortie, l'opérateur va pouvoir vendre un prix plus important que sur le business plan, mais sur les taux en eux-mêmes. C'est le marché des taux. C'est le marché des taux. D'accord, parce que les taux d'intérêt sont indexés. D'accord. Non, c'est pas les taux d'intérêt ne sont pas indexés. Par contre, il y a 2 ans, les plateformes considéraient que un projet de crowdfunding immobilier, c'était généralement entre 8 et 10% de rendement. C'était ça, le risque en face, ça correspondait à 8-10%. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans une situation où le marché des taux a augmenté et donc du coup, pour le risque prix, elles offrent en général entre 10% et 12%. Donc, on a une vraie augmentation de la moyenne et à partir de là, si cette amélioration se confirme à l'avenir, on pourra bénéficier du meilleur des deux mondes, c'est-à-dire des taux qui ont augmenté et une situation économique dans l'immobilier qui devrait s'améliorer. Je parle toujours au conditionnel parce que j'ai pas de boule de cristal. Je comprends, d'accord. Oui, donc tu veux dire que si tu achètes maintenant un projet à 12%, en fait, tu auras pendant toute la durée du projet un taux à 12%, alors que si peut-être l'année prochaine, ce même projet aurait payé 10 juste parce que le niveau de risque a baissé, tu es gagnant d'avoir été investisseur plus tôt pour bénéficier tout le long du projet de cet intérêt. Mais ce taux, il change pas, quoi. Il reste fixe. Non, ce taux, il est fixe tout le long du projet et les plateformes offrent un taux qui est lié à la fois à la conjoncture, à la fois au risque du projet et puis aussi à l'offre et la demande. Aujourd'hui, comme les gens sont un peu plus frileux à investir parce qu'on entend parler d'immobilier, ça va mal partout, eh bien les plateformes sont aussi obligées d'offrir des taux plus élevés et donc de contractualiser des taux plus élevés avec les personnes qui font des projets parce que il faut aussi que les gens acceptent d'investir. Aujourd'hui, un projet à 8%, je pense que absolument
Enfin, il y a très peu de personnes qui investiraient. On voit que les projets en dessous de 10%, aujourd'hui, c'est très compliqué. Avant, ça partait correctement. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Ça nous emmène justement aux plateformes en fait, parce qu'elles peuvent aussi présenter un risque. Est-ce qu'elles sont pas certaines vulnérables du coup parce qu'il y a eu quand même une explosion du nombre de plateformes qui proposaient ce genre de produits. Comment aujourd'hui choisir la plateforme adéquate? Qu'est-ce que tu regardes pour être le plus sûr possible, quoi? Alors pour prendre le moins de risques possible, il faut essayer déjà d'être sur des plateformes qui vont avoir une certaine expérience et donc voir leurs résultats directement sur leur site. Il faut savoir que la plupart des plateformes de crowdfunding immobilier en France adhèrent à une association professionnelle qui s'appelle le FPF, qui leur demande de publier leurs statistiques sur un format qui est censé être standard. Bon, toutes ne respectent pas à 100% le format standard, mais toutes diffusent leurs statistiques. Donc, vous allez voir en bas de page et vous allez avoir les indices de performance. Normalement, où vous tapez sur votre moteur de recherche préféré, indice de performance et le nom de la plateforme, et vous allez tout naturellement tomber sur un tableau des statistiques. Donc, bien sûr, si la plateforme a 6 mois, 1 an, ça va être très compliqué de se baser sur ces statistiques. Mais pour les plateformes sur lesquelles on a un historique, vous allez pouvoir voir les encours, savoir quels sont les nombres de projets qui sont dans un statut normal, en retard, et ceux qui sont beaucoup en retard ou en procédure. Donc, ça permet d'avoir un certain recul. Et in fine, il y a le taux de perte. Ce qu'il faut faire attention, c'est qu'une plateforme qui est née il y a 4 ou 5 ans, je le disais tout à l'heure, qu'une perte met 4, 5, 6 ans à se déclencher. Donc, ces plateformes qui ont 4 ans, aujourd'hui, elles affichent 0 de taux de perte. Parce que les pertes, s'il y a un projet en 2022 subit une perte, on l'aura en 2026. Et c'est à ce moment-là qu'ils afficheront. Donc, il faut faire très attention et prendre quand même avec un peu de recul ces indicateurs-là. Mais ça permet d'avoir notamment le taux de retard. Lui, il est pas trop décalé dans le temps parce que si le projet est terminé et qu'il a un jour de retard, il est en retard. Donc ça permet d'avoir un petit peu un indicateur avancé de tout ça. Et il y a une obligation il y a une transparence là-dessus, une fiabilité sur les retards de la part des faits. Ouais. Oui, je dirais pas absolu. Parce que il y a des plateformes qui vont mettre à jour quand ça les arrange, etc. Enfin, il y a toujours des moyens un petit peu détournés de paraître un peu mieux qu'on l'est. Mais globalement, les plateformes jouent le jeu et l'association professionnelle FPF essaye. Elle joue pas le gendarme, mais elle est au moins quand une plateforme est un peu trop en retard, si on le signale à FPF, la plateforme est censée se faire tirer les oreilles. Donc il y a un minimum, mais c'est pas non plus faut pas y aller aveuglément. C'est pour ça qu'il y a d'autres critères. Les autres critères, ça va être un petit peu voir qui c'est qui est à la tête de cette société-là. Alors, on a des plateformes sur lesquelles ce sont des jeunes qui se lancent. On a un certain risque quand même du fait que ces personnes-là ont une expérience qui est relativement limitée. Moi, j'ai fait très attention. Par exemple, une plateforme qui est très connue, qui s'appelle La Première Brique, ce sont des jeunes qui ont lancé ça à l'époque. Il y a déjà un certain temps maintenant, donc on a un certain recul qui nous permet d'être un peu plus serein aujourd'hui. Mais quand ça a commencé, j'ai pris 6 mois, 1 an pour analyser la plateforme et ensuite m'y mettre. Donc j'ai vraiment pris mon temps et j'accorde une primeur à ces plateformes qui sont là depuis un certain temps parce qu'on a finalement un peu plus de recul. Après, il faut aller regarder les avis sur Internet. Il n'y a pas de secret, faut aller voir ce que les gens pensent de ça. Alors, il y a les créateurs, il y a ce que peuvent faire mes collègues et moi dans ce domaine-là. On est plusieurs, sauf que les créateurs, j'ai dit tout à l'heure, ils peuvent avoir un biais aussi financier. Faut pas l'oublier. Et ça, je le manque encore une fois. Si les gens vous cachent qu'ils sont en partenariat avec une plateforme, faut prendre vraiment l'avis avec des grosses pincettes, parce que la plupart des gens sont en partenariat avec les grosses plateformes, parce que aujourd'hui c'est commun, en tout cas dans le crowdfunding, de travailler, le travail entre créateurs et plateformes est assez commun. Et donc cet aspect-là est important, il faut l'avoir en tête. Ce que vous pouvez aller voir tout bêtement, c'est aller voir les avis Trustpilot et les avis Google. Alors attention, les gens aiment bien crier et aiment bien dire quand c'est pas bien, quand même, faut l'avoir en tête. Mais au moins d'un point de vue, même si c'est pas bien, ça vous permet de répertorier finalement, si les gens sont un peu critiques, ça vous permet de répertorier les points sur lesquels la plateforme va peut-être il y a peut-être des petites alertes sur lesquelles il faut faire attention. Et après, c'est à vous de décider si oui ou non vous accordez votre confiance à la plateforme en fonction de ces éléments-là. Et c'est aussi pour ça qu'il faut un petit peu diversifier, c'est que finalement le choix il se fait sur des éléments qui sont très subjectifs. C'est difficile d'être objectif dans ce choix-là. Et le choix de la plateforme n'est pas non plus le choix le plus important. Le choix le plus important, ça va être justement ce dont on va parler un petit peu après, ça va être le choix des projets en eux-mêmes. Parce que vous pouvez être sur une mauvaise plateforme, mais si le projet que vous prenez est excellent,
priori, il va pas y avoir de problème. Donc la plateforme, elle est réglementée, elle va vous rembourser. Hein. Elle n'a pas d'intérêt à vous. C'est une mauvaise plateforme, ça va être juste pour moi une mauvaise plateforme, ça va être une plateforme qui soit ne communique pas assez, soit fait une mauvaise sélection de projets, etc. Mais globalement, c'est la sélection de projets qui doit primer sur la sélection de la plateforme. Et après, cette plateforme-là, elle est quand même intéressante parce que notamment pour le suivi, c'est intéressant de savoir comment se passe notre projet. Hein. Finalement, on met de l'argent dedans, on aimerait bien savoir. Et s'il y a des plateformes qui malheureusement font un suivi un peu léger. Ouais, c'est là où je voulais en venir aussi par rapport au choix de tes plateformes. En fait, à quel degré et à quel niveau en fait une plateforme aujourd'hui en France de crowdfunding serait moins bonne qu'une autre. Tu vois, tu parlais de Brix au tout début. Alors ils ont revu leur business model, mais en gros, j'essaie juste de délimiter en fait à quel point quand c'est mauvais, c'est très mauvais. Genre, ça peut vraiment risquer ton investissement. Ou si c'est juste, par exemple, l'information est moins bien présentée. Tu vois, les projets sont un peu moins bien sélectionnés, où il n'y a pas beaucoup de rigueur dans certains aspects, tu vois, qui font que ça va pas forcément mettre à mal ton investissement, tu vois. J'essaie juste de me rendre compte en fait à quelles peuvent être les conséquences d'une mauvaise plateforme. On est plus dans ce cas-là, dans ce second cas-là, de dire on est sur du détail qui va faire que ton expérience va être meilleure et que la sélection de projet va être meilleure. Parce qu'aujourd'hui, le crowdfunding immobilier, c'est réglementé, c'est ultra carré. Et même pour passer le PSFP, qui est la nouvelle réglementation, comme je dis tout à l'heure, grosso modo, c'était très facilité si tu passais par des acteurs, des intermédiaires, notamment pour le paiement, qui sont validés par l'AMF. Donc ça veut dire que tu es très incité à prendre un acteur qui s'appelle Lemonway, qui va gérer les flux d'argent. Donc à partir du moment où même la plateforme n'a pas accès à l'argent, faut le savoir. La plateforme, elle y a accès au travers de comptes séquestres. Elle va juste déclencher l'envoi ou pas à un entrepreneur. Mais ça va pas être sur son compte en banque l'argent. Donc finalement, si c'est une plateforme réglementée, ça veut dire que les process sont quand même un minimum vérifiés par l'AMF et qu'il n'y a pas de problème de mélange d'argent entre l'argent des personnes et l'argent des plateformes. Et donc, à ce moment-là, le niveau de risque n'est pas stratosphérique, même sur les mauvaises plateformes. Il existe parce que elles vont présenter des projets qui sont peut-être un peu moins bons et puis avoir un peu moins d'informations. Mais c'est pas le choix qui est primordial. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, faut mieux un excellent projet sur une mauvaise plateforme qu'un mauvais projet sur une bonne plateforme. C'était quoi le grief que tu avais contre Brix? J'ai pas du tout suivi, donc je suis complètement neutre dans ma question, mais juste pour savoir, parce que je sais que ça fait beaucoup de bruit, mais j'ai pas trop suivi vraiment ce qui était passé. Alors, Brix, c'est pas un modèle de crowdfunding immobilier à la base. Aujourd'hui, ça ressemble beaucoup plus à du crowdfunding immobilier. Ils font même des vrais projets de crowdfunding immobilier, mais à la base, c'était de l'immobilier fractionné et sous forme de royalties. Sauf que le contrat de royalties était très déséquilibré, c'est-à-dire nous, on s'engage à vous donner l'argent. Grosso modo, c'était le seul engagement de la plateforme. Et vous prenez l'ensemble des risques. On décide s'il y a des travaux ou pas. Et tant pis, vous serez pas payé. On peut générer autant de nouveaux tokens qu'il y faut. Alors, c'est pas des tokens parce que c'est pas de la crypto, mais de nouveaux contrats qu'il faut pour pouvoir payer ces travaux. Et vous n'aurez rien à dire. Le contrat était très déséquilibré, en fait. Et c'est surtout ça que j'avais comme reproche. Mais ça n'a rien à voir avec le crowdfunding immobilier. À la base, c'est juste que je vais un petit peu aussi dans ma création de contenu, sur des trucs qui sont connexes, notamment l'immobilier fractionné. Ouais, ça marche. Et c'est sur ce point-là d'ailleurs qu'il s'était fait retoquer par l'AMF notamment, ça, sur le manque de transparence. Ouais. Voilà, il y avait beaucoup de choses qui allaient pas dans leur modèle que j'avais j'avais pas mal cassé, à vrai dire. Mais bon, c'est aussi le boulot, hein, c'est quand on joue la transparence, on doit aussi souligner les mauvais élèves. Maintenant, leur modèle est beaucoup plus carré sur les nouvelles levées. C'est pas pour autant que la plateforme, moi, je l'apprécie particulièrement, parce qu'ils n'ont pas d'expérience dans le crowdfunding immobilier, ça se sent dans leur projet, mais leurs projets aujourd'hui, d'un point de vue réglementaire, sont beaucoup plus carrés. Moi, c'est plus les projets qu'ils présentent aujourd'hui que je n'aime pas. Mais la plateforme aujourd'hui, sur leur nouvel projet, j'ai rien à dire sur le fonctionnement même de la plateforme. D'ailleurs, on fait une petite parenthèse, mais c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. La différence entre le crowdfunding IMO et le fractionné, l'immobilier fractionné. Le fractionné, si tu me corriges, je me trompe, c'est qu'en fait, on perçoit c'est du locatif en fait, et on perçoit une portion des loyers. C'est ça la différence? Exactement. C'est que l'immobilier fractionné, c'est plutôt du long terme et on va plutôt baser du coup sur des investissements locatifs. Et le crowdfunding immobilier, c'est vraiment de l'amélioration, prendre un bien et en faire quelque chose de meilleur pour pouvoir le revendre plus cher. Alors ça peut passer par de la rénovation, par de la division, par de la construction. Ça peut être des projets de promotion, ça peut être simplement acheter un appartement dans la ville qu'on connaît très bien. On sait que cet appartement-là, si on le rénove, il va valoir une fortune. Ça, c'est un projet de marchand de biens. Ouais, donc c'est intéressant. J'avais pas fait la gaffe, mais ouais, c'est vraiment le parallèle entre du locatif et du marchand, quoi. Le fractionné et le crowdfunding. Ok, c'est très clair. Exactement. Cool. Pour juste une dernière question sur les plateformes, sur les 40 lignes que tu as en portefeuille, tu es passé par combien de plateformes?
Question qui fâche. Beaucoup trop. Je suis pas un bon élève, mais en fait, j'essaye. J'ai des plateformes où j'ai un projet, chose qu'il ne faut pas faire, parce que c'est vraiment en termes de reporting, je me casse la tête. Je parlais tout à l'heure de mes reportings qui sont sur le site web. Vraiment, je me casse la tête pour faire mes reportings tous les mois. Là, on est le 30 du mois. Je sais que demain, je vais passer 3-4 heures à faire que ça, parce que j'ai plus d'une dizaine de plateformes et que je dois suivre tous mes projets, et que j'en ai beaucoup en plus. Donc, je suis pas un exemple, mais aujourd'hui, j'ai je crois une douzaine ou une quinzaine de plateformes. Et c'est pour ça que moi, en voyant l'effet de l'hyper-diversification, je suis le premier à pouvoir conseiller de rester sur 3 à 5 plateformes. Je pense que c'est largement suffisant. Ouais, on dilue suffisamment le risque et on évite les problèmes, les casse-têtes, quoi. C'est ça, on évite la catastrophe en cas de pépin, et puis voilà, faut se limiter peut-être à 20 ou 30% de notre investissement sur une plateforme pour éviter d'avoir tout bloqué s'il y a un pépin et que ça prenne un peu de temps. Sur les projets eux-mêmes, qu'est-ce que tu regardes en priorité quand tu te positionnes sur un projet ? Alors, la chose la plus importante pour moi, et c'est la plus dure, c'est d'essayer de comprendre si le projet est cohérent avec sa situation géographique. Faire un appartement de luxe dans le centre de Paris, dans les beaux quartiers de Paris, ça fait du sens. Faire un appartement, une maison de luxe dans une campagne un peu perdue, le public va être moins important. Donc c'est vraiment essayer de comprendre où est-ce qu'on est. Là, par exemple, tout à l'heure, j'ai analysé un projet de division qui est dans une toute petite ville, mais j'ai dézoomé un petit peu Google Maps et j'ai vu qu'il y avait un CHU qui était un centre universitaire hospitalier qui était pas loin. Donc c'est un vecteur de locataires qui est énorme. Et à partir de ce moment-là, on se dit, ce sont des logements type T3, c'est des petites familles qui vont arriver ici, c'est parfait. Voilà, ça fait beaucoup de sens. Au contraire, dans d'autres cas, par exemple, il y a même journée aujourd'hui, un projet où il y a une construction d'un chalet semi-luxe, on va dire, sur une station de basse altitude dans les Vosges. J'ai un peu plus de mal à me projeter sur l'avenir et donc sur le potentiel acheteur qui va venir ici. Alors je dis pas, a priori il y a quand même une activité touristique l'été là-bas, donc il peut y avoir une demande, mais comme on va sur du semi-luxe, on est au-dessus du prix du marché et forcément ça remet en cause peut-être ce prix de vente qui est peut-être un peu exagéré par rapport à la demande qu'il va y avoir sur place. Donc c'est tout ça qu'il faut analyser et c'est vraiment en tout cas le cœur de ce qu'on doit faire quand on fait une analyse, c'est essayer de comprendre si le projet est adéquat avec la zone. Comme si t'étais toi qui investissais dedans, quoi. Enfin, exactement. Toi qui opérais, quoi. Exactement. Alors toi qui fais un petit peu de marchand de biens, t'es bien placé, mais c'est vraiment que tu l'analyses comme si est-ce que toi, tu irais sur ce projet-là ou pas? C'est ultra important. Après, il y a plein d'autres critères. Je sais pas si tu veux qu'on en aborde quelques-uns. Il va y avoir, de manière générale, la localisation. C'est pareil, quelque chose qui est dans Paris, il va y avoir potentiellement plus d'acheteurs qu'au milieu de la Creuse. Donc, sans parler de l'adéquation, la localisation elle-même. L'immobilier, on dit souvent, c'est l'emplacement. C'est pas pour rien. C'est qu'un bien à 2 quartiers d'écart, potentiellement, il peut valoir 2 fois moins cher. Et c'est pas des blagues. Si on est entre, moi, j'ai une cité sensible pas très loin de chez moi, les prix sont littéralement 2,5 fois moins importants que là où je vis, alors que c'est à moins d'1 kilomètre. Donc l'emplacement est primordial. On va ensuite avoir beaucoup de choses qui vont rentrer en compte. Le prix de sortie. On va avoir la pré-commercialisation. Est-ce que finalement, il y a déjà un public qui a décidé d'acheter sur papier le projet? Si on voit que c'est commercialisé ça va dépendre du type de projet, mais sur un projet de marchand de biens qu'il a déjà réussi à trouver 1 ou 2 acheteurs potentiellement intéressés qui ont signé des compromis et qu'en plus il n'y a pas de conditions suspensives, là c'est quand même du pain béni. C'est aujourd'hui, surtout dans des difficultés de financement, faut faire attention à cette pré-commercialisation. Il y a vraiment une hiérarchie dans la qualité de la pré-commercialisation. Le compromis sans conditions suspensives, c'est quand même assez sécurisé, même si la personne peut toujours sortir, mais elle va devoir payer une pénalité. Il va y avoir ensuite le compromis avec conditions suspensives. Donc là, c'est assez facile de sortir en ce moment parce que il suffit de mal présenter ton dossier à la banque et t'as un refus automatique qui te permet de sortir du projet. Ensuite, il y a les offres d'achat. Une offre d'achat, il y a après la signature d'un compromis, il faut savoir qu'il y a une période pendant un certain nombre de jours pendant lesquels on peut se rétracter comme on veut. Donc une offre est plus fragile qu'un compromis sans rien, qui est plus fragile elle-même qu'un compromis sans conditions suspensives. Donc il faut étudier cette qualité de pré-commercialisation. On va donc avoir aussi le prix final de sortie qui est hyper important parce que dans un moment comme aujourd'hui, le haut du marché
la clientèle, c'est quand même bien réduite parce que il est difficile d'emprunter des grosses sommes avec les taux d'intérêt qui ont augmenté. Alors ça pourrait s'améliorer justement dans les prochains 6 mois, 1 an, 2 ans. Mais aujourd'hui, on se retrouve dans une situation, si on est dans un projet avancé avec des prix de sortie qui sont assez élevés, où la clientèle va être difficile à trouver parce que s'endetter aujourd'hui, c'est plus aussi simple qu'avant. Donc c'est un autre critère. On va avoir aussi regarder l'entreprise. Regarder la qualité de l'entreprise. Aujourd'hui, on a souvent les bilans le dernier bilan de l'entreprise qui nous est fourni. C'est hyper important. Parce que si l'entreprise fait faillite, le projet s'arrête. Donc, il faut regarder la santé financière de l'entreprise. Et aussi, en fonction de ces critères de santé, si la société est est en situation peut-être un peu difficile avec beaucoup de dettes et notamment des dettes qui vont être à échéance assez courte, la société, un créancier peut se présenter et dire vous m'avez pas payé. On met la société en redressement judiciaire et ça va impacter tous les projets quand c'est comme ça. Et donc ça peut faire prendre beaucoup de retard à certains projets. Donc ça, faut faire très attention à ça. Et le pendant de ça, ça va être les garanties. En face de ces risques, quelles garanties on va avoir? Souvent, s'il y a une banque, on va avoir des garanties qui sont un peu moins bonnes parce que la banque va prendre les meilleures garanties. C'est normal, elle cherche à se sécuriser. De toute façon, elle finance avant nous. On arrive, on a déjà la banque qui nous est présentée quand on est sur un projet de crowdfunding immobilier. On dit, par exemple, ça va être financé par le Crédit Agricole. Le Crédit Agricole qui va financer à un taux de peut-être autour de 5% aujourd'hui. Donc, la personne est motivée à aller chercher une banque parce que son coût va être beaucoup moins cher qu'en crowdfunding immobilier où, grosso modo, le taux TAEG d'une dette, sur du court terme, on va être proche des 20%. Sur du long terme, on va être autour de 15%. Parce que le coût de mise en place de la dette est assez important. Donc, la personne est motivée à trouver une banque. Et nous, dans ces cas-là, on va arriver en second rang, ce qu'on appelle le second rang. Donc, ça veut dire que si on a une hypothèque, on sera après la banque. Si le bien est vendu, qu'il y a que la banque, c'est d'abord la banque qui va récupérer sa part, et nous ensuite, s'il reste des miettes, on aura les miettes. Et donc après là, il peut y avoir aussi des garanties sur le patrimoine personnel, il peut y avoir des garanties sur différents éléments pour venir compléter ça, mais généralement en second rang, c'est des projets qui ont le plus gros risque en termes financiers si ça va dans le mur. Si ça va dans le mur, parce que en théorie, si c'est un projet qui est financé par une banque, ça veut dire qu'une banque l'a validé. Et donc, c'est aussi un indicateur que le projet est potentiellement relativement sérieux parce que la banque va peut-être aller un poil plus loin et va demander avoir plus d'exigences en termes de critères de qualité. Donc, voilà, c'est une balance. Et d'un autre côté, on va avoir les projets où là, on a toutes les garanties du monde. On va avoir l'hypothèque, parfois une fiducie. Donc, c'est vraiment des garanties très fortes qui nous permettent de récupérer le bien ou la société en cas de défaut et qui vont nous permettre de revendre ce bien au prix et en récupérer nous les miettes d'abord avant qui que ce soit parce qu'on a l'hypothèque et qu'on est au premier rang. Et tout ça, c'est en fait un équilibre qu'il faut essayer d'analyser. Il va forcément y avoir des points faibles, il va forcément y avoir des trucs qui va pas nous plaire dans le projet. Sinon, il viendrait pas sur une plateforme de crowdfunding pour se financer à des taux aussi élevés. Faut le savoir. Sinon, il aurait trouvé de l'argent par ailleurs, de l'argent pas cher. Donc, il y a forcément des petits points faibles. Et il y a aussi des points forts. Et il faut faire la balance de ces deux-là et voir qu'est-ce qui ressort en positif, qu'est-ce qui ressort en négatif, et à ce moment-là, juger est-ce que les points forts sont plus forts que les points faibles. C'est un petit peu comme ça, moi, que je fais mon analyse. J'approche d'abord par les risques. Ensuite, je regarde les points forts qu'il y a sur ce projet-là. S'ils sont, pour moi, meilleurs que ce que je peux retrouver dans les points faibles, et à ce moment-là, je peux investir. Quelle est la proportion de projets que tu vois qui ont déjà un premier bilan? Tu parlais de regarder la sécurité financière historique, mais j'ai l'impression, moi, que c'est beaucoup de projets où, en fait, c'est un peu l'idée aussi du projet marchand, c'est qu'en fait, tu montes une boîte pour un projet en particulier. Après, si ça match avec les associés, si la stratégie commence à avoir une vision long terme, tu peux en enchaîner plusieurs, mais j'ai pas l'impression, moi, mais tu me diras, que le volume soit vraiment de deals en fait présentés en crowdfunding soit principalement sur des boîtes qui ont déjà l'historique et sur lequel on a du coup cette vue-là, quoi. C'est quoi la proportion? Ça va dépendre des plateformes. En vrai, il y a des plateformes qui acceptent beaucoup les débutants. Là, aujourd'hui, les deux fameux projets dont j'ai parlé juste avant, ce sont des personnes qui font leur premier projet professionnel. Donc, à chaque fois, c'est des associations de 2 personnes, mais c'est leur projet de marchand de biens professionnel. A priori, ils ont déjà fait à titre personnel, mais en professionnel, c'est leur premier. Donc, effectivement, c'est un nouveau cadre pour ces personnes-là. Ça ajoute un risque. Ça, c'est vraiment l'expérience. C'est vrai, tu fais bien de le souligner. C'est quelque chose d'important. Globalement, effectivement, on va avoir souvent, comme tu le signales, une société qui va être dédiée à un projet.
Mais pour les marchands de biens qui sont un peu habitués, expérimentés, ils vont avoir une holding au-dessus. Et en étudiant la holding, en étudiant finalement ce qui est remonté chaque année, et donc la dette qu'il peut y avoir aussi sur cette holding, on peut avoir une idée des qualités de ce marchand de biens. Et pour répondre à ta question sur la proportion, je dirais qu'il y a quand même je vais faire ça en 3 catégories. Des personnes avec plus de 7, 8, 10 ans d'expérience, ça doit représenter, on va dire un tiers. On va faire 3 tiers, vraiment un tiers de projets où on a de l'expérience. Et il y a certaines plateformes qui sont vraiment très orientées là-dessus, qui vont peut-être offrir du coup des taux un poil plus faibles aussi, parce qu'il y a cette fameuse expérience. On va avoir des marchands de biens qui vont avoir entre 2, 3 ans et 8 ans d'expérience. Ça représente un autre tiers. C'est des personnes qui sont un peu au moment où ils veulent développer leur activité et qu'ils ont besoin d'un levier supplémentaire. Et donc là, c'est pour eux, c'est intéressant de venir en crowdfunding immobilier pour pouvoir faire peut-être un projet ou 2 en plus. En simultané, je veux dire, et tu vas avoir les débutants qui vont arriver, qui vont faire leurs premières armes avec 1 ou 2 projets pour le moment de valider, voire 0 en professionnel. Et il y a vraiment ces 3 catégories qui sont présents aujourd'hui sur les plateformes de crowdfunding de manière à peu près équivalente, je dirais. Et quel crédit tu donnes aux porteurs de projets? Comment tu les analyses? C'est pas facile de répondre à la question. Non, mais mine de rien, quand on y réfléchit, c'est pas une question si simple que ça. L'expérience, pour moi, j'y accorde une grande importance. En fait, je pénalise, dans mes analyses, en tout cas, je pénalise la jeunesse. Parce que le manque c'est des personnes qui en plus vont se lancer maintenant. Alors peut-être qu'elles vont avoir fait un super coup si on parle de maintenant, mais en 2022, par exemple, des jeunes qui se lançaient, ils ont une crise à gérer. Bon courage, vraiment bon courage, parce on risque d'avoir beaucoup de casse sur ces projets-là. Et en fait, l'expérience va leur permettre d'avoir vécu certaines situations. Et comme ils ont déjà vécu certaines situations, ils vont finalement avoir plus de facilité à gérer ces situations problématiques. Et c'est en ça que c'est pour moi une très grande force. Maintenant, il y a aussi des personnes, on va voir régulièrement sur des projets assez comment dire, où il y a peu d'expérience, on va aussi avoir des profils qui sont très liés à l'immobilier. Donc la partie entrepreneuriale, ils la gèrent pas forcément. Par contre, c'est des anciens maîtres d'œuvre qui ont 10 ans de métier, ou c'est des personnes qui sont conducteurs de travaux à la base. Enfin bref, c'est des personnes qui ont l'habitude de parler avec des gens du BTP, des travaux en général, et donc qui vont savoir conduire des travaux. Par contre, c'est la partie entrepreneuriale, la partie business plan. Là, malheureusement. Un peu pêché. Donc c'est tout un équilibre, encore une fois. Il y a pas de tout noir, tout blanc. On va rarement avoir un profil qui va être complètement dégueulasse. Ces plateformes-là, elles font une sélection quand même. Enfin, la majorité des projets par les plateformes qu'elles reçoivent, la très grande majorité, sont rejetés. Donc c'est typiquement ce genre de projet où la personne n'a aucune expérience, n'a même pas aucun background, va être rejeté automatiquement. Et il y a certaines plateformes, si il n'y a pas 3-4 ans d'expérience, de background, ça va être juste rejeté automatiquement aussi. Donc ça va dépendre des plateformes. Maintenant, les taux sont pas les mêmes non plus. Si on va peut-être avoir des taux peut-être entre 9 et 10% actuellement sur des projets où il y a vraiment une grosse expérience, une grosse expertise, et peut-être sur du 12% sur des projets où il y a un peu plus d'inconnu. Là où ça pourrait être plus problématique en termes d'expérience pour le porteur de projet, c'est plus un profil qui n'a pas le profil de mener à bien les travaux par rapport à un profil qui n'est pas très bon, pas de réseau pour commercialiser le bien derrière, tu vois. Ça dépend en marque du marché, mais j'ai un peu l'impression que c'est quand même mieux d'avoir quelqu'un qui connaît les travaux, parce que c'est peut-être vraiment le maillon. Une fois que le projet est bien ficelé, la stratégie est saine, le contrat actuellement c'est bien ficelé, pour que ça se casse la gueule, en fait, si tu fais bien les travaux, tu peux ne pas savoir vendre, mais tu vois, il y a assez peu de risques, non? Dans le cadre d'un projet avec des travaux, je suis d'accord avec toi. Encore faut-il qu'il y ait des gros travaux, tu vois. Oui, ça peut être des problématiques urbanisme ou autre, c'est vrai. Ça peut être de l'urbanisme, ça peut être de la division pure et simple aussi. Il y a des gens qui revendent en plateau et puis voilà. Donc en fonction, mais c'est vrai que d'ailleurs, tu sais un truc que tu signales là et que j'avais pas forcément remarqué, mais les plateformes mettent vraiment l'accent sur l'expérience dans les travaux et dans la gestion des travaux. Donc j'estime que pour eux, du coup, c'est vraiment ce critère-là qui est le plus important. Par contre,
on a assez peu de mise en avant de la commercialisation. Ils vont après la commercialisation, c'est plus facile aussi de trouver quelqu'un pour commercialiser pour soi. Je pense que dans l'écosystème des marchands de biens, les noms des bons vendeurs de biens doivent circuler assez largement, et donc là-dessus ils vont se filer les tuyaux, parce que pour la vente c'est pas trop un problème, c'est plus sur les travaux et sur les bons plans en amont, c'est là qu'on fait le beurre entre guillemets. Mais la vente, je pense qu'il y a un peu moins de problématiques effectivement, même si effectivement avoir un combo, quelqu'un qui était maître d'œuvre versus et avoir en plus un associé, quelqu'un qui était dans la vente, dans la vente, bah là c'est un combo qui est particulièrement pertinent, bien sûr. Tu passes combien de temps sur une analyse d'un dossier comme ça? C'est un peu le point faible du crowdfunding immobilier, c'est que ça prend un petit peu de temps. Faut pas se voiler la face. Moi, si je devais investir si je devais analyser que pour moi, je pense que j'investirais sur un tiers des projets que j'analyse. Donc, ça veut dire qu'il faut analyser 3 projets pour pouvoir investir une certaine somme. Et généralement, moi, je passe, maintenant que j'ai l'habitude, après, je vais peut-être un peu plus loin que la plupart des personnes, mais je passe entre 20 minutes et 1 heure sur une analyse, en fonction de la complexité du projet. Pareil, encore une fois, une division simple ou un bien qui est dans un endroit un peu particulier avec des travaux de rénovation, plus une division, plus on sépare le foncier. Enfin, faut vérifier plein de choses, et donc c'est pas la même. C'est tout de suite des thématiques qui sont très différentes au sein d'un même projet. Donc ça va me prendre entre 20 minutes et 1 heure. Donc globalement, ça va me prendre entre 1 heure et 3 heures pour sélectionner un projet dans lequel je vais investir, si on prend ça. Après, il y a des gens comme moi qui font des premières analyses. C'est une de mes grandes spécialités. C'est pour ça aussi que aujourd'hui, je pense que je peux vivre. C'est quelque chose qui amène beaucoup de business pour moi. C'est que je fais des analyses sur beaucoup des plateformes que j'ai en partenaire et sur beaucoup des projets de crowdfunding immobilier. Et donc, en fait, je vais proposer une première passe, une première analyse. Je reste très vague, forcément, parce que je pousse aussi à ce que les gens fassent leur propre analyse. C'est ultra important. C'est pas moi, je prends pas la décision pour vous. Moi, je donne un sentiment vis-à-vis de ce que j'ai pu voir sur le projet. Je vais noter les points forts et les risques, mais c'est à vous d'aller voir ensuite tout ça. Je synthétise, donc ça vous permet ça permet aux gens de gagner beaucoup de temps finalement, mais c'est à eux de prendre la décision finale. Donc ça va, peut-être que je pense aujourd'hui, en une demi-heure, on peut trouver même en cherchant correctement, en une demi-heure, on peut trouver un projet sur lequel on investit à chaque fois. Donc, même voilà, si après on fait 25-30 projets sur le long terme, si on décide de financer une trentaine de projets, il faudra régulièrement y revenir et resélectionner des projets. Effectivement, c'est un des petits points. L'autre problématique par rapport à ça, c'est qu'on peut analyser un projet dans le détail et un peu à temps perdu entre guillemets, parce qu'il y a le problème de l'exécution en fait. Je sais pas si c'est toujours le cas, mais t'es pas forcément garanti de pouvoir investir sur des projets qui sont sursouscrits. Comment ça se passe de ce côté-là? Alors, dans le passé, je t'aurais dit oui. Et effectivement, notamment sur certaines plateformes qui étaient très réputées, c'était parfois très difficile d'investir. La première brique, crowdfunding, ça partait en 1 minute et fallait avoir la meilleure connexion pour pouvoir arriver en premier. C'est un peu ça. Aujourd'hui, avec les problématiques que l'on a autour du crowdfunding, il y a des gens qui qui avaient vu la lumière à l'époque, qui n'avaient pas pris la mesure des risques qu'ils prenaient, et donc qui se retrouvent à un peu moins investir aujourd'hui. Et cette somme d'investisseurs qui investit un peu moins, ça laisse plus de temps pour investir. Aujourd'hui, si on est là à l'heure, à part quelques exceptions, on est sûr d'investir. D'accord. Et on a les dossiers, du coup, combien de temps avant le moment où on peut investir? Ça va aussi dépendre des plateformes. Ça va de 1 semaine avant, sur certaines plateformes, voire dernièrement, il y a même qui proposaient des dossiers 10 jours avant. Donc là, ça nous laisse vraiment le temps de nous organiser. Et il y a des plateformes qui vont qui vont publier le dossier entre 20 et 24 heures avant. Donc là, ça demande d'avoir du temps sur la journée, et c'est malheureusement, c'est un peu dommage. Mmh. Bah écoute, c'est cool, on a fait un bon tour et ça m'emmène justement un peu, je demande souvent les ressources aux invités qui passent sur le podcast, et là on en a, je pense que tu en as quelques-unes. J'ai envie justement de te poser la question des ressources qui pour toi sont les plus pertinentes, ou peut-être que tu as découvertes, qui te font gagner du temps justement dans les analyses ou dans les choix. Alors, je vais ouvrir mes onglets devant toi. Donc, hop, les ressources les plus que j'utilise le plus, la plus pertinente, c'est demande de valeur foncière. C'est vraiment celle qui est pas forcément connue des investisseurs immobiliers. Tous les investisseurs immobiliers la connaissent, mais ceux qui ne sont pas dans l'immobilier la connaissent pas. Donc, vous tapez DVF Gouv. C'est un outil fourni par l'État qui répertorie l'ensemble
des ventes dans un secteur. Donc il y a un petit décalage dans le temps, il y a 6 à 9 mois de décalage, et c'est mis à jour 2 fois par an, mais ça permet de voir les ventes dans un secteur et savoir si le prix est pertinent ou pas. Et il y a leur pendant donc en bêta, là je l'ai sous les yeux, c'est explore.data.gouv.fr/immobilier. Et donc là vous allez avoir un outil qui est assez sympa avec les tendances de prix, etc. Ils ont vraiment fait un outil qui est assez poussé. C'est le pendant gouvernemental de ce qu'on peut trouver sur Meilleur Agent par exemple, qui est aussi un outil qui est plus simple d'utilisation. Donc peut-être en premier lieu aller voir un petit peu les fourchettes de prix qu'il peut y avoir sur Meilleur Agent. Par contre, vous n'aurez pas la liste des transactions qu'il y a eu lieu dans la zone. Si on veut analyser une ville qu'on ne connaît pas, on peut taper le nom de la ville INSEE et voir si le nombre de personnes qui habitent dans cette ville-là augmente ou pas. Autre ressource toute bête, allez voir dans Google Maps. Google Maps, c'est un excellent outil pour voir l'état de la rue, par exemple. Donc, si on est sur un projet dans un coin qu'on connaît pas ou qu'on peut soupçonner d'être particulier, aller faire le tour du quartier avec Google Street View, c'est très intéressant. Après, il peut y avoir des outils comme papers.fr où là, on va plus aller sonder ce que la société, voir si la personne, l'entrepreneur, a d'autres sociétés autour. Ça peut être intéressant. Il y a un outil, moi, que j'utilise beaucoup qui permet aussi de faire ça, qui est un outil d'un collègue créateur, Hello Crowdfunding, un outil que Laurent aujourd'hui administre majoritairement. Et c'est un outil dans lequel on retrouve l'ensemble des projets de crowdfunding immobilier. Et donc, on peut retrouver à partir du projet le promoteur qui le fait, et donc à partir du promoteur voir la liste des projets qu'il y a sur ce promoteur, par exemple. Voilà, c'est les principaux outils que je peux avoir. Il y en a d'autres qui sont un petit peu moins intuitifs, dont je vais pas forcément parler là, mais tout ça c'est gratuit à chaque fois, et ça me permet de vraiment avoir de l'information qui est pertinente. Cool, nous voilà bien équipés du coup pour se lancer dans un marché qui a une opportunité. On en parlait, on n'est pas trop négatif finalement. Non, d'après toi, c'est ton opinion, mais c'est vrai que moi, je pense que je la partage. Voilà, c'est toi. En tant que marchand de biens, je vais retourner un petit peu le phénomène. Et aujourd'hui, est-ce que toi, tu penses qu'on est dans une situation d'opportunité, ou est-ce qu'on est dans une situation en tant que marchand de biens, ta parole de marchand de biens, ou une situation où il faut attendre? Non, je pense que foncièrement, il y a des tensions sur les prix par rapport à la demande du besoin de se loger, croissance de la population, enfin besoin de se loger surtout, de besoin de rénovation avec les DPE, de rénovation énergétique, des drivers qui font que peut-être artificiellement, en tout cas, ça maintient la demande, qui pour moi, c'est bien sur le long terme. Je suis pas sûr qu'il va y avoir une baisse des taux forcément aussi rapide que tu en parlais, mais dans tous les cas, pour ce qui est de l'immobilier, moi je pense qu'on est sur un bas. Je pense qu'on va rester sur un bas un petit moment, mais on va pas aller plus bas. Ça serait mon avis en tout cas. Ouais. Voilà, donc on est assez similaires. Moi, la petite différence, c'est que sur les taux, attention, quand je parle d'une baisse des taux, je pense surtout pas qu'ils vont retourner au taux qu'on a connu dans le passé. Ça, c'est, je pense, fini pour une longue période. Mais retourner, au lieu des 5% TAEG qu'on peut observer aujourd'hui parfois, retourner à 3,5% à l'horizon d'un an, un an et demi. Ouais, est-ce que ça peut se faire? Par contre, effectivement, ne pas espérer retrouver du 1,5% comme on l'a connu récemment, ça me semble totalement irréaliste. Ouais, non, c'est cool. C'est cool, merci beaucoup Alexandre pour toute cette analyse et puis partage de cette expérience. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver en priorité? Alors trois canaux, on va dire. Investissement facile, toujours tapez sur Google, de manière générale, vous allez trouver tout au pluriel investissement facile, vous allez trouver tous mes canaux sur YouTube, sur le site web qui est vraiment là où je poste 1 à 2 articles par semaine avec Hugo, la personne avec qui je travaille, et enfin le Telegram pour retrouver mes analyses. Donc vous allez sur le site web, vous allez avoir un lien vers les analyses de projet qui va être sur le côté. N'hésitez pas à nous rejoindre là-bas. Ouais, non, mais je vais envoyer les gens là-bas. N'hésitez pas à soutenir Alexandre, comme on l'a entendu. Maintenant, c'est ton business, donc on va te donner de la force pour que ça fonctionne. Cool. Merci Alexandre. À très bientôt. À très bientôt. Bonne journée à vous. Cool. Salut.